Beaucoup de bruit, mais pas pour rien. Courbure des bananes, seuil d'émission de CO2, aide régionale, Brexit. Que le sujet soit technique ou politique, marginal ou crucial, fantaisiste ou bien réel, la discussion est toujours hantée par un spectre, la démocratie. Oui à l'Europe, non à Bruxelles. Ce slogan valise, clamé sur toute la largeur du spectre politique par les critiques de la construction européenne, résume à lui tout seul un problème persistant. La légitimité des institutions chargées d'incarner l'idée européenne reste une question en suspens. Aujourd'hui, de ses plus acharnés défenseurs à ses plus farouches opposants, fédéralistes ou intergouvernementalistes, simples citoyens ou même Commission européenne, tout le monde semble s'accorder. L'Union européenne doit être plus démocratique. Rien de nouveau pour être franc. Vieux tube indémodable, régulièrement remixé au goût du jour, dans toutes les langues officielles de l'UE, c'est le vainqueur perpétuel du concours Eurovision de l'évidence politique. Depuis son invention en 1979 par David Marquand, professeur de sciences politiques à Oxford, travailliste, britannique, l'expression de déficit démocratique est devenue l'angle mort du débat européen. Malgré les évolutions de l'architecture institutionnelle, malgré les changements dans les pratiques, malgré le renforcement et l'affirmation croissante de la seule Assemblée européenne démocratiquement élue, le déficit démocratique de l'UE semble insurmontable, insubmersible, irrémédiable. La perception d'un problème avec la démocratie met perpétuellement en question la légitimité de la construction européenne et nourrit le cercle vicieux d'une participation tendanciellement décroissante aux élections européennes. On peut arguer sans fin, d'analyses savantes, en profession de foi politique, qu'il n'y a pas de déficit démocratique, en tout cas pas au plus haut niveau européen qu'ailleurs. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le déficit ressenti, et pourquoi cette perception constitue un invariant du débat européen. Certes, une organisation de taille continentale ne peut que paraître comme un pouvoir lointain et arbitraire à l'échelle individuelle. Il suffit de voir la défiance pour Washington dans la culture politique américaine. Certes, il manque en outre ce sentiment d'appartenance commune forgé par l'histoire, cette communauté de destin, Schicksalsgemeinschaft, qui fait la cohésion des nations et qui manque encore à l'Europe. Mais il y a quelque chose de plus profond. L'idée et la représentation que nous nous faisons de la démocratie est fondamentalement indissociable de notre culture politique nationale. Construites sur des traditions politiques très différentes, les institutions européennes et leurs mécanismes de décision appartiennent à la fois à tous les systèmes politiques européens et à aucun. En fin de compte, l'Europe paraît trop étrangère pour être comprise et trop complexe pour être aimée. La démocratie ne se réduit pas à ces institutions. Les élections, comme les constitutions, ne suffisent pas à définir une démocratie. D'ailleurs, si l'état de droit peut se transformer si facilement en droit de l'État, c'est précisément parce qu'il n'y a plus à la démocratie que ses aspects formels. Les pratiques font toute la différence, toutes mûries dans le cadre historique national. La démocratie est par-dessus tout un processus social et culturel, le produit de la maturation historique d'une entité politique qui se perçoit et se pense comme une communauté. Tout ce qui s'en distingue a tendance à naturellement paraître comme moins démocratique que la version familière et nationale de la démocratie. Aux yeux du parlementarisme allemand, la France républicaine, présidentielle, est une bizarrerie monarchique. Qu'y a-t-il de plus démocratique entre le système électoral italien et ses combinaisons baroques de partis rivaux et le système britannique, majoritaire à un tour, qui produit des majorités parlementaires absolutistes, stables et injustes? Quant aux négociations interminables qui ont laissé le Royaume de Belgique presque 2 ans sans gouvernement fédéral, elles provoquent un effroi amusé chez l'électeur français, éduqué à la révérence pour un pouvoir centralisé au style monarchique. Posons la question. Une fédération est-elle plus démocratique qu'un État centralisé? Faut-il plutôt 1 ou 2 chambres? Et un seuil d'éligibilité? L'efficacité d'un système majoritaire à 2 tours ou la représentativité d'une proportionnelle? Quel est le degré acceptable d'implication de la technostructure dans la fabrique des lois? Quelle place, s'il en est, accordée aux représentants des intérêts privés, c'est-à-dire les lobbies? Les référendums sont-ils des outils de décision démocratique ou de simplistes et dangereux dispositifs populistes? Et que signifient vraiment les appels à la subsidiarité? Est-ce une exigence masquée de renationalisation des compétences ou un plaidoyer sincère pour l'implication locale des citoyens? Europe démocratique versus démocratie européenne. Rien ne pourra vraiment rendre l'UE plus démocratique si l'on se réfère uniquement aux définitions nationales que nous en avons. Que peut signifier alors plus de démocratie au niveau européen? Des institutions différentes?
Un système électoral rénové? Plus d'éthique? Des consultations citoyennes plus fréquentes? Des médias vraiment indépendants? Tout cela, bien sûr. Et aussi reconnaître très honnêtement que la question concerne aussi et surtout nos démocraties nationales, dont les dysfonctionnements sont réguliers et la crise prononcée. Reconnaître qu'il est stérile et contre-productif de s'enfermer dans l'opposition entre les formes nationales et européennes de démocratie, dont une seulement serait légitime. Prendre conscience au contraire que ces niveaux sont intrinsèquement liés, interconnectés et interdépendants. Reconnaître qu'il ne peut y avoir d'Europe démocratique au sens de l'expression de la souveraineté nationale ou populaire d'une nation ou d'un peuple européen inexistant. Et puis appréhender la démocratie pour ce qu'elle est essentiellement, l'une des façons de légitimer l'obéissance et la soumission du grand nombre au pouvoir de quelques-uns. Il y en a d'autres, comme la tradition, la religion, la force, la richesse, la naissance, la connaissance, la persuasion, la manipulation. Et toutes ces formes peuvent d'ailleurs se glisser discrètement au cœur d'institutions dites démocratiques, en pervertissant l'esprit du contrat social sans en modifier la lettre. La démocratie est l'acceptation du pouvoir politique qui s'exerce sur nous contre la promesse d'en être la source et le contrôle. C'est l'intérêt général équilibré par la liberté individuelle. D'où l'importance primordiale des contre-pouvoirs, de la transparence des lois et des processus, ainsi que la responsabilité de ceux investis de la charge publique, car ce sont là des éléments qui rendent les systèmes démocratiques pérennes et résilients. Mais la racine de la démocratie est encore ailleurs, dans sa raison d'être. La démocratie se définit comme un projet collectif, collectivement défini et partagé. Qu'il s'agisse de la poursuite du bonheur, ou de la réalisation d'une société sans classe. Ce qui compte fondamentalement, c'est la raison d'être du contrat social, le projet qui justifie et motive son adoption. À l'évidence, il faudra procéder à des changements institutionnels, à une refonte des traités et à l'introduction de meilleures pratiques politiques entre transparence, éthique, responsabilité, efficacité, inclusion et participation. Mais si l'on en croit les nombreuses réformes déjà accomplies ces dernières décennies pour tenter de démocratiser l'UE, ce ne sera jamais suffisant pour effacer le sentiment persistant du déficit démocratique. Le problème est celui de la raison d'être de la construction européenne, de sa légitimité encore contestée. Jusqu'à la chute du mur, la première phase de l'histoire de l'Union européenne s'est appuyée sur la nécessité de construire paix et prospérité partagée contre les fantômes d'un passé sanglant et contre le spectre de la menace soviétique. 1989-1992 a marqué le grand succès de cette période et cependant ouvert une césure majeure dans l'aventure européenne. Car depuis, les objectifs et la raison d'être de l'intégration européenne n'ont jamais été explicitement et vraiment définis, partagés et démocratiquement reconnus. Seule référence discrète, l'union toujours plus étroite, mentionnée dans les traités, mais ce n'est d'ailleurs pas un hasard si David Cameron et les eurosceptiques britanniques ont fini par en exiger vivement la suppression, considérant qu'il y avait là la racine de leurs maux. En un sens, la défiance à l'égard de la construction européenne et de sa légitimité est une forme de rappel salutaire pour ceux aux yeux desquels il s'agit d'un projet et d'une aventure politique désirable. Il y a, de fait, quelques justifications acceptables à l'intégration politique du continent européen. Une certaine taille critique pour peser dans la concurrence économique globale et la course aux ressources, une protection plus efficace contre des défis planétaires et des menaces transfrontalières, la croissance engendrée par l'avènement du marché unique. Mais parmi ces nécessités, la construction d'une démocratie transnationale est probablement la plus ardente. Avec la conquête progressive des droits fondamentaux, puis civiques, puis sociaux, la construction des démocraties nationales a écrit une histoire des luttes collectives et des victoires arrachées à la domination des pouvoirs établis. Le plus grand succès de l'État moderne aura été d'offrir une perspective d'égalité des chances et une solidarité instituée face aux risques encourus par chaque citoyen. Le prochain chapitre dans cette histoire est celui de l'extension de ces droits au-delà du strict cadre historique national. En un mot, l'Union européenne se doit d'être plus démocratique que les États membres qui la composent. Du dérèglement climatique à la mondialisation financière, alors que les pouvoirs et les menaces contemporaines se jouent des frontières, leurs contre-pouvoirs doivent être à la hauteur et se mouvoir avec autant de fluidité. La construction d'une société civile européenne est à la fois la condition et le résultat de l'émergence d'une démocratie européenne. Prouver avec la démocratie européenne qu'il est possible de faire société au-delà des frontières étatiques et des représentations nationales de la solidarité, faire sens et faire projet à l'échelle d'un continent longtemps ravagé par ces guerres. Peut-être en prélude à quelque chose d'encore plus large, qui sait.